Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 1 an et demi après l'entrée en vigueur du Code général des collectivités territoriales décentralisées, très peu de lignes ont bougé selon les maires et les exécutifs régionaux. Ils accusent l'État central de garder la mainmise à la fois sur les compétences et surtout les ressources financières attendues au niveau local. À suivre dans ce journal, l'analyse et décryptage de cette décentralisation évoluant en dents de scie. Malgré l'interdiction de la commercialisation de la viande de porc dans la région de l'Ouest, là où sévit la peste porcine, des éleveurs, des spécialistes en charcuterie et des braiseurs de porc rivalisent d'adresse pour tromper la vigilance des autorités sanitaires et des consommateurs en proposant sur le marché de la viande en état de décomposition très avancée. Illustration à Bafoussam dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il y a un malaise à l'hôpital de district de Soa, non loin de Yaoundé. Le personnel réclame le paiement des quotes-parts et autres droits sociaux non réglés jusqu'ici. Durant le débrayage, il critique la mauvaise gestion des recettes de cette formation sanitaire. L'appurement d'1 mois d'arrêt de droits sociaux n'a pas calmé leur colère. Rodin Gassi et Marcelin Gansop. C'est le service minimum à l'hôpital de district de Soa. Pancarte en main, le personnel réclame le paiement des droits constitués des quotes-parts et automotivation qui découlent des recettes que nous produisons à l'hôpital. Et ces droits nous ont été octroyés par décret présidentiel. Aujourd'hui, à l'hôpital de district de Soa, nous avons commencé à connaître des retards pour percevoir ces droits. Nous sommes arrivés à un niveau où au mois de juin et de juillet, nous n'avons même rien perçu. Parce qu'à ce jour, on a de très mauvaises nouvelles du Trésor qui nous disent à ce moment que le compte de l'hôpital de district de Soa n'a aucun sou. Ce qui est inadmissible, inconcevable, ça n'entre pas dans les oreilles puisqu'on fournit de gros efforts. L'argent entre suffisamment pour qu'on ne vive pas ce genre de situation. Les grévistes ne passent pas par 4 chemins pour accuser le régisseur des recettes qui n'aurait pas effectué les diligences nécessaires en vue du paiement de leurs droits. Lors des concertations avec le délégué départemental du travail et de la sécurité sociale de la Meufou et Afamba, pendant les échanges, on s'est rendu compte que les personnels ne peuvent pas percevoir leurs droits parce que nos recettes ne sont pas reversées au trésor comme cela se doit. Et qui reverse les recettes au trésor dans un hôpital, c'est le régisseur des recettes. Nous voulons que nos recettes soient reversées normalement à la perception, c'est-à-dire au trésor, que le compte trésor de l'hôpital de district de Soa soit fourni, qu'il y ait des liquidités, afin que toutes les fins du mois, au plus tard le 5, que Madame le régisseur nous produise les états de synthèse qui vont permettre au comité de calcul de quotes-parts de procéder à la distribution des droits des personnels. Il ne nous a pas été possible de rencontrer le régisseur des recettes pour avoir sa version des faits. Toujours est-il qu'après cet arrêt de travail, 1 mois d'arriéré a été payé. J'ai tenté les négociations à mon niveau en tant que délégué du personnel en écrivant à monsieur le directeur pour réclamer les quotes-parts qui n'étaient pas reversées. Il y a eu un début de solution où on a commencé à payer le mois de juin à 21 h. On nous a promis payer le mois de juillet cette semaine. Dès que le 2e mois est payé, nous rentrons au travail. Une reprise de travail qui ferait du bien aux patients qui assistaient impuissants à ce débrayage qui paralyse le fonctionnement de l'hôpital de district de Soa. Elle a vécu l'enfer durant plusieurs jours passés en captivité. Séquestrée et violée, Erika Madem a été libérée de la main de ses ravisseurs après une chasse à l'homme menée dans plusieurs localités. La famille, les parents de la victime, déboussolés devant ce kidnapping, ont versé 75% de la rançon exigée. La police judiciaire dans la région du centre a interpellé 2 individus présumés auteurs de ces actes ignobles. Le récit des faits avec Joël Essengue et Guy Zogo. 2 présumés kidnappeurs et violeurs viennent d'être mis hors d'état de nuire par les éléments de la délégation régionale de la police judiciaire du centre. C'est suite à une plainte déposée dans cette unité après la disparition de Ange Erika Madem,
que la police a été mise en branle. La division régionale de la police judiciaire du centre a été saisie d'une plainte faisant état de ce que une adolescente, alors âgée de 16 ans, avait été enlevée et séquestrée par des kidnappers, des individus inconnus aux intentions ubuesques, scélérates et machiavéliques, qui exigeaient alors pour sa libération le paiement de rançon de 500 000 francs. Bien qu'ayant été dissuadé de verser la rançon de 500 000 francs CFA exigée par les kidnappeurs, les parents de la victime l'ont néanmoins fait en déboursant 300 000 francs CFA. Au bout du compte, la libération de la victime est intervenue après plusieurs viols, sans pour autant que la police renonce à mettre la main sur les présumés kidnappeurs. La DRPJ, qui n'est pas la belle au bois dormant, s'est montrée jusqu'au boutiste. Elle a poursuivi ses investigations. Elle a mis en place un traquenard. À travers les méthodes qui nous sont propres, elle a pu localiser ce scélérat, ce présumé ravisseur, dans le village de Ndong, dans les encablures de la ville de Mfou. Nous avons procédé à l'interpellation des nommés Edan Mbarga et du nommé Meyong Kabaté, respectivement âgés de 22 ans et de 23 ans. Si les suspects étaient jusqu'ici inconnus des services de la police, il semble bien qu'ils s'y connaissaient déjà dans l'activité de kidnapping et de viol. Jusque-là, ils n'avaient pas encore défavorablement attiré l'attention des services de sécurité et de renseignement. À l'analyse et sur la base des investigations que nous avons menées, il nous a été donné de constater que ce tandem de ravisseurs s'était donné pour modus operandi de séquestrer leurs victimes, d'abord de les appâter, de les affrioler, de les séquestrer, de les violer par la suite de manière itérative, comble de cynisme, de paiement des rançons. Face à la recrudescence des cas de kidnapping, la police souligne l'importance de la participation des populations à l'action des forces de l'ordre. Nous voulons en appeler à la notion de sécurité participative, qui consiste à en appeler à la collaboration entre la population et les forces de maintien de l'ordre. Si l'un quelconque citoyen constate que son semblable est dans une position d'inconfort sur le plan sécuritaire, eh bien, force est d'appeler les numéros utiles, qui sont les nôtres, qui sont ceux de la Sûreté nationale, notamment le 117 ou le 1500. Quant aux deux présumés kidnappeurs et violeurs, ils seront présentés au procureur de la République. Des éleveurs de porc, spécialistes en charcuterie et braiseurs de viande de porc, continuent de braver l'interdiction de commercialisation et de transport de cette viande dans la région de l'Ouest, là où sévit la peste porcine. À Bafoussam, une découverte choquante a été faite sur un braiseur de porc dans son lieu de stockage. Des morceaux de viande en état de décomposition s'y trouvaient. Les différents assaisonnements lui permettaient de tromper la vigilance des consommateurs qui croyaient déguster une bonne viande de porc au goût épicé. Pourtant, c'était bien le contraire. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. Des morceaux de viande de porc sortis du four et exposés prêts à la dégustation. Nous sommes au quartier Akwa, dans la ville de Bafoussam. Cette viande est pourtant proscrite à la consommation depuis la survenue de la peste porcine africaine. Nous avons au niveau régional essayé de sortir un arrêté régional qui suit exactement ce que M. le ministre a essayé de mettre en place pour empêcher la propagation de la peste porcine africaine. Malheureusement, certains citoyens continuent de commercialiser cette viande, foulant au pied la décision de l'autorité qui a suspendu il y a quelques semaines toute manipulation de la viande du porc. Une commission mixte composée de la gendarmerie et des éléments de la délégation départementale de l'élevage pour la MIFI a fait une descente inopinée dans les coins chauds de la ville de Bafoussam pour stopper cette vente. Plusieurs personnes ont été interpellées. Dans leur congélateur, des carcasses de porc en état de décomposition. Beaucoup de personnes exploitent des porcs d'origine douteuse. Nous avons été saisis par un technicien vétérinaire. Ensemble avec lui, nous sommes descendus sur le terrain où on a constaté, non seulement dans le congélateur, des porcs brisés sur la place du marché, beaucoup de stocks.
nous avons saisi les ports en question, déjà en état de décomposition, où nous sommes arrivés au niveau de la gendarmerie de brigade de Gérène. La délégation régionale de l'élevage pour l'Ouest continue de tendre ses tentacules pour mettre en déroute les activités liées à la commercialisation des porcs. Elles viennent mettre la main sur une cargaison en partance pour Douala. Le délégué régional de l'élevage pour l'Ouest appelle à la conjugaison des efforts pour stopper la saignée. Cette opération a concerné 12 porcs qui appartenaient à un effectif initial de 32 saisis dans la région du littoral au poste de contrôle sanitaire vétérinaire de Mélon. Et refoulés sous procès verbal et réceptionnés par les agents des services vétérinaires de la délégation d'arrondissement de Sancho. Ces porcs ont été mis en quarantaine au début au niveau de la fourrière municipale de Sancho. Nous savons tous que cette crise a paralysé la filière porcine dans notre région et également dans les autres régions qui sont touchées. Donc, nous ne pouvons sortir de cette situation qu'avec la participation de tous les acteurs, des éleveurs, des commerçants, des transporteurs, pour que nous tous nous arrivons à maîtriser le risque de circulation du virus dans notre région et que les mesures restrictives prises dans l'optique de juguler cette crise soient levées. Ces carcasses de porcs saisis à Melon et à Bafoussam ont été incinérées par les équipes de la délégation régionale de l'élevage pour l'Ouest. Une perte énorme pour les éleveurs et toute la chaîne qui voit ainsi le fruit de leur labeur parti en fumée. Et pour combien de temps encore? Au cœur des forêts du Sud, des voix s'élèvent pour dénoncer la déforestation liée à l'exploitation des ressources naturelles, dont le caoutchouc. Des communautés riveraines exhortent le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun à mener un plaidoyer afin de restreindre le financement et l'achat des produits de base qui contribuent à la déforestation et la destruction de leur écosystème. Évocation avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Des notes de musique sorties tout droit des profondeurs de Djoum, dans la région du Sud, pour dénoncer la déforestation et l'accaparement des terres, dont les pygmées sont victimes. En commençant d'abord par les exploitants forestiers, on a déjà constaté que les arbres fruitiers dont nous concevons, ils abattent déjà, et surtout comme les arbres des Moabi, ça nous aide beaucoup. On prend le fruit, on mange le fruit, et puis le grain qui est là-bas à l'intérieur, ça nous aide de fruits dont l'huile. La forêt, c'est une source de vie pour nous. Si nous perdons nos ressources naturelles, vraiment, ce n'est que la mort qui nous arrive. Il en est de Djoum comme de Kribi, où la présence de plusieurs agro-industries réduit l'espace de vie et prive les communautés de leurs ressources vitales. Les pygmées ne peuvent pas vivre, puisqu'il y a des sociétés et des entreprises qui nous entourent. Avant que les sociétés-là n'arrivent, nos parents avaient un endroit où ils pouvaient aller camper. Avant, il y avait la viande comme ça. Il y avait trop de gibier. Maintenant, pour que vous voyez un trou de rat, tu vas plutôt voir le trou de la souris. Tout est parti à cause des bruits des engins. La célébration de la Journée mondiale des peuples autochtones offre l'occasion à ces derniers de faire entendre leur voix, mais également de demander à l'Union européenne d'arrêter la déforestation liée au caoutchouc. Nous avons mené une campagne contre le projet Sud-EVA Cameroun dans la région du Sud, qui a conduit à la perte de plus de 10 000 hectares de nos forêts. Ça, c'est des données de 2018. Sur les données que nous avons pu observer récemment, nous sommes déjà à plus de 11 000 hectares, qui a conduit à la violation grave des droits des populations autochtones qui vivaient et dépendaient de ces forêts. Aussi de jeunes activistes ont-ils remis, sous les auspices de l'ONG Greenpeace, une lettre à l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, demandant l'adoption d'une législation efficace sur les produits de base, présentant un risque pour les forêts et les écosystèmes. Dénoncer au niveau du Cameroun, c'est une bonne chose, mais toucher les entreprises où se trouve leur porte-monnaie, c'est-à-dire où elles commercialisent leurs produits, peut avoir encore plus d'impact. Donc l'idée de notre action, c'est véritablement influencer, ou du moins autant que faire se peut, depuis l'Afrique, le processus de développement d'une loi au niveau européen qui porte sur les commodités à risque pour les forêts et les écosystèmes. En espérant que ce plaidoyer n'est pas tombé dans les oreilles de sourds.
Victime à moins de 5 ans de plusieurs attaques des groupes armés, le département des Bamboutos est l'une des localités qui subit le plus des affres de la guerre contre les groupes armés séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quelles sont les mesures administratives et sécuritaires prises afin de prévenir de nouvelles attaques? Élément de réponse avec Raphaël Tchoko et Vivien Tonfac. Après le passage, le 23 juillet dernier à Mbouda, de Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense, le préfet du département des Bamboutos souhaite rapidement implémenter les orientations qui lui ont été faites. Il vient de partager avec les sous-préfets, responsables des forces de l'ordre et de sécurité, les chefs traditionnels, les parlementaires et les représentants des comités de vigilance de sa circonscription administrative, les initiatives communes qu'il convient désormais de mettre en œuvre pour mettre en déroute les groupes armés. Ouvrir une sorte de politique d'araignée pour qu'il n'y ait plus un seul espace dans ce territoire du département des Bamboutos où on ne trouverait pas un comité de vigilance. Et je vais même aller plus loin en disant que j'ai instruit au chef de créer des sièges. Il ne faut plus qu'on cherche le comité de vigilance dans le vide. Il faut que lorsqu'on arrive dans un groupement, qu'on trouve une petite case où on trouvera les membres du comité de vigilance de jour et de nuit. Si l'autorité administrative a reconnu le rôle capital des comités de vigilance dans la sécurisation des Bamboutos, il a cependant tenu à faire ses précisions. Et qu'il ne faut pas confondre les comités de vigilance aux comités d'autodéfense. Il n'est pas question ici de l'autodéfense. L'autodéfense veut dire en français que vous vous défendez par vous-même. Non. Il est question ici des structures qui accompagnent les forces de l'ordre dans le renseignement, dans l'information, et leur rôle n'est pas, on ne demande pas aux populations d'aller affronter les bandits de grand chemin ou bien ceux que vous connaissez, mais c'est d'être à l'affût de l'information et de les répercuter en temps réel auprès des forces de maintien de l'ordre ou alors de l'autorité administrative. Nous pensons que si nous avons la bonne information, nous allons agir à temps. Le choix de réorganiser et de redynamiser les comités de vigilance découle d'un constat. Les déficits de collaboration que nous avons observés au niveau des populations, lesquelles populations, par peur des représailles, retiennent des informations, renseignent peu ou pas du tout. Il était question de faire renaître la confiance entre les populations et les forces de l'ordre. Depuis le début de la crise dans les régions anglophones du Cameroun, le département des Bamboutos, du fait de sa proximité avec ces régions, est indéniablement la localité francophone la plus affectée. Elle a enregistré à ce jour une dizaine d'attaques et en fait une vingtaine de morts, des hommes en tenue, mais aussi des civils. Le problème se pose toujours à l'occasion de la journée africaine de la décentralisation. Des maires et exécutifs régionaux sont sortis de la réserve pour dénoncer le fait que très peu de lignes bougent au Cameroun. Pourtant, il y a 1 an et demi, un code général des collectivités territoriales décentralisées a été adopté. Le gouvernement voyait à travers cette nouvelle législation une volonté d'accélérer la décentralisation. La réalité est tout autre. Selon les différents exécutifs municipaux et régionaux, l'État central garde la mainmise à la fois sur les compétences, mais surtout les ressources financières très attendues au niveau local. Explication avec Donald Brice Kamgan et Dallas Tiana. La contribution des arts, de la culture et du patrimoine au développement durable des villes et des territoires africains. C'est le thème 2021 de la Journée africaine de la décentralisation. Il appelle les collectivités territoriales à créer des richesses via le patrimoine culturel de leur localité. Il s'agit par exemple pour une collectivité décentralisée d'organiser un festival de danse patrimoniale. Et ce festival sera donc une attraction pour la localité et participera à ce qu'on appelle l'économie touristique ou l'économie culturelle de la localité. Parce que, voyez-vous, c'est par exemple les hôtels qui seront bien occupés par les participants. C'est par exemple le commerce
qui sera plus valorisé. Mais les conditions sont-elles réunies pour? Certains élus sont dubitatifs en convoquant le contexte camerounais marqué par la quête des besoins essentiels de survie chez les populations. Il y a une foultitude de compétences comme ça qui sont transférées aux communes, y compris la culture et là, comme vous venez de le citer. Mais sauf que ce ne sont que des paroles. Aucune commune aujourd'hui n'est capacitée pour faire face à ces différentes préoccupations. Encore moins la culture. Si au jour d'aujourd'hui, les communes ont déjà des aérés de salaire, vous pensez que c'est la culture qui viendra être une priorité pour les communes? Non. Routes, hôpitaux, écoles ou eau potable, ce sont les besoins urgents des communes, entend-on dire, mais n'empêche, en appelant à développer la culture, il s'agit d'un schéma pouvant être mis en œuvre à travers le thème. Il permet de replacer les populations au centre même des notions de développement et de développement durable et développement local et donc d'amélioration des conditions de vie. La 10e édition de la Journée africaine de la décentralisation se célèbre alors que le gouvernement camerounais a voté un code des collectivités territoriales décentralisées en 2019. Un cadre juridique dont l'impact sur l'accélération du processus est relatif d'après les élus locaux. Dans notre série consacrée à l'histoire du football, une question taraude l'esprit des Africains. Pourquoi les autorités et dirigeants africains honorent très peu les anciennes gloires du football qui ont fait rayonner le nom de leur pays, notamment le Cameroun, sur le plan international. Alors que certains joueurs de la cuvée de la CAN 1972, à l'instar de Oona Norbert, ont vécu dans la misère et sont morts dans l'indifférence totale. Leurs homologues congolais vainqueurs en 72 ont été gratifiés de terrains titrés, de logements, avenues baptisés à leur nom en 2018, soit 46 ans après leur sacre continental. Évocation dans ce nouvel épisode de Chemin de Cannes, un reportage signé Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et 4 minutes plus tard, on va revoir à l'œuvre le fameux Mbono. Voilà Tostaou qui repart à droite. Il a sa balle, il effectue sa transversale. Mbono est prêt? Non. Et le deuxième but. Oui. Il y avait l'édition du Soudan. Et le Congo a dit que nous ne participerions pas à l'édition du Soudan parce que nous allons reculer pour mieux sauter. C'est Henri Elende qui était haut commissaire au sport en ce moment-là. Et il a décidé que le Congo ne participe pas aux éliminatoires de 70, on se préparera pour 72. Donc le Congo est resté de 68 jusqu'à 72 en train de se préparer. Balle ici de Congolais avec Mbono. Mbono pour Mbele. Et Mbele marque le troisième but. Oui. Le troisième but congolais. Le troisième but congolais. François Mbele. François Mbele. François Mbele. 3 pour la République populaire du Congo. Applaudissez le peuple congolais. Et lentement mais sûrement nous allons vers ce trophée que nous enlevons. Les héros congolais, vainqueurs de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football de 1972 au Cameroun, vivaient depuis près d'un demi-siècle dans un anonymat total. Ces valeureux citoyens n'avaient jamais profité des avantages de toute nature qui leur avaient été accordés le 9 mars 1972 à la suite d'un décret du chef de l'État de l'époque, Marien Ngouabi. La patrie reconnaissante éleva chacun des héros de l'épopée Yaoundé 72 au grade de chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Dans le même élan, gratitude envers nos vaillants footballeurs, une parcelle de terrain fut attribuée à titre gracieux à chacun d'eux, au quartier Mukondo, section P13, à Mungali. C'est donc en 2018 que l'exécutif communal de Brazzaville entreprend alors de leur faire bénéficier des actes d'une patrie reconnaissante en faisant voter une délibération municipale leur permettant enfin d'accéder pleinement à leur lopin de terre. Suivant une distribution prioritaire spéciale de la mairie de Brazzaville, le présent projet de délibération s'inscrit dans la quête mémorielle visant à pérenniser dans la conscience nationale et la mémoire collective l'exploit réalisé il y a bientôt un demi-siècle par les Diables Rouges. Le chef d'orchestre de cette équipe de l'époque,
Le coach Désiré Mayala n'en croyait plus à ses yeux qu'un jour, il récolterait les fruits d'un service rendu à la nation. Il y a belle lurette. Quand j'avais eu l'information, j'étais très surpris. Notre football regresse. En 72, on s'entendait, il faut s'entendre. En faisant des réunions, en faisant des entrevues entre nous. En plus de ces parcelles de terre, pour chacun des membres de l'équipe de l'épopée glorieuse, la municipalité de Brazzaville a aussi baptisé des rues au nom des pièces maîtresses de la victoire finale inattendue de Yaoundé 72. Il s'agit d'une avenue de 6 ruelles non dénommées suivant le plan 6 juin à ce jour. Avenue Paul Moukila, unique ballon d'or africain congolais. Ruelle Mayala Larbi, Ndolou Yvon Jacques, Mbono Michel, Boukaka Samuel, Balekita Jean-Bertrand, Minga Noël. En somme, il s'agit pour les édiles du Parlement local de Brazzaville d'honorer et de transmettre à la postérité pour exemplarité les noms des joueurs qui avaient en leur temps fait la fierté de notre nation et reporté firmement par leur bravoure le drapeau national congolais. Une fois déporté dans les rues de la capitale, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Golondélé, dévoile officiellement toutes les plaques d'adressage, portant fièrement les noms des joueurs qui furent les principaux artisans de l'exploit, voilà près d'un demi-siècle. Yaoundé 72, ballon d'or africain. Merci d'être là encore. Merci de continuer 46 ans après de nous mettre toujours dans ce bain de cette victoire mémorable. Merci d'avoir existé. J'ai encore le souvenir comme si c'était hier parce que j'étais ce jour-là à votre arrivée à l'aéroport de Maya-Maya. Et c'est donc tout ému que ces bénéficiaires expriment toute leur gratitude au gouvernement de la République du Congo. Quand vous avez une rue comme ça dans la vie, ça veut dire que le pays pense à vous, le pays vous reconnaît de ce que vous avez été, ce que vous avez fait pour ce pays-là. Je ne peux que leur remercier du bienfait de ça. Très honoré et très content, très heureux. Merci à la République et surtout à la municipalité aussi. Il s'agit de la reconnaissance. Surtout que le permis de la parcelle, ça a été mis reconnaissant de la patrie. Et si la patrie peut continuer à être reconnaissante comme ça, c'est pas mauvais. Et vous savez, lorsqu'on a fait quelque chose de bien, on est très content qu'on vous dise que vous avez fait quelque chose de bien. C'est un peu ce que je veux vous dire. Il s'agit d'une satisfaction par rapport au service rendu. C'est un plaisir pour cette reconnaissance, car en fait, ça fait un bon bout de temps que nous sommes, disons, abandonnés. Et qu'aujourd'hui, justice est faite. Mais comprenez l'émotion qui est notre émotion, de voir que cela se réalise. On a fait ce qu'il fallait faire. J'ajoute dans mon palmarès cette journée-là qui restera gravée dans mon histoire jusqu'au jour où le bon Dieu pourra m'appeler. Je suis M. Mayala Désiré Larbi, entraîneur du Diable Rouge. Je suis content. De nombreux valeureux Camerounais qui ont défendu la patrie et fait honneur à notre drapeau national devraient certainement sursauter de leur siège, tout comme les morts se retourneraient dans leur tombe et pleurer à chaudes larmes de l'ingratitude d'un pays qui ignore ses anciennes gloires, à l'instar de Ouna Norbert, ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, mort dans la rue, dans un dénouement total, sans la moindre assistance des pouvoirs publics. On appelait nos Diables Rouges à l'époque Congo Sport. Et il a fallu que Jacques Ferrand, qui a appelé nos vaillants combattants Diables Rouges. Mais moi j'ai tendance, depuis que je suis ministre des Sports, à appeler ces vaillants-là les Rouges. Parce que le mot diable, sur le plan national, et en plus chacun de nous ici vient de quelque part. Moi, chez moi à Gamboma, le diable, on l'appelle homme fou. Dans ma belle famille, on l'appelle Okoué. Ça n'a jamais été bien d'appeler comme ça. Alors je lance le débat. Je souhaiterais que chacun de nous réfléchisse si un jour on ne reviendra pas sur Congo Sport ou encore tout simplement les Rouges. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.
Un public reportage dans ce journal, pionnière dans la zone CEMAC en solution de tracking GPS et de télémétrie. L'entreprise Camtrack, un spécialiste en solutions technologiques, vient de signer un partenariat avec un géant mondial, Trumbull. Objectif de ce partenariat, fournir aux entreprises des solutions de haute technologie pour les accompagner et les assister dans la cybersécurité et bien d'autres pans de leur activité. D'autres précisions dans ce reportage. Innover juste pour changer la façon dont le monde fonctionne. C'est en quoi pourrait se résumer ce contrat signé entre Camtrack, une entreprise camerounaise de tracking, et Trumbull, l'un des géants américains dans le domaine des sciences et technologies. Au cours de la cérémonie tenue dans la salle de conférence du JICAM, les partenaires ont présenté leurs différentes réalisations et ambitions, notamment des prestations d'outils technologiques dans les secteurs comme le tracking des appareils mobiles, l'agriculture, la finance, l'assurance ou même encore dans la téléphonie mobile. Depuis qu'on existe, on a énormément évolué. On est parti de la géolocalisation classique. Nous sommes allés à la gestion de flotte, bien entendu. Ensuite, on a fait un parcours où on a mené la vidéo embarquée. Aujourd'hui, on fait de la vidéo intelligente, donc qui va reconnaître le faciès du client. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et pour arriver aujourd'hui à avoir à faire de l'intelligence artificielle, de l'automatisation des supports. Enfin, on a toute une série d'outils technologiques qui est en constante évolution pour arriver donc à ce que nous soyons toujours, comme il a dit, en avance sur les autres, à être capable de leur apporter et de s'assurer qu'on satisfait aux besoins du client. Pour les clients ayant des besoins spécifiques, l'entreprise Camtrack propose plusieurs solutions. Donc, les solutions donc, que nous proposons aux clients, nous avons, ça c'est des exemples que je prends, hein, on a choisi trois solutions et on s'est arrêté là-dessus. On propose Iman Floatgate, Iman Generator et Iman Driver. Donc, pour commencer par Iman Floatgate, aujourd'hui, c'est des exemples. Hein. Vous savez que le carburant, c'est un problème assez spécial où très souvent, les transporteurs ou les conducteurs vont vous siphonner le carburant, ils ne vont pas respecter les règles. Donc, on a pu développer des applications qui vont permettre de monitorer constamment tous les points d'ouverture des camions-citernes et pouvoir donc détecter en cas d'ouverture, en cas d'action non autorisée et pouvoir donc renvoyer l'information aux personnes autorisées. C'est cette ingéniosité qui a suscité une attention particulière chez Trumbull. Après plus de 4 mois à étudier le dossier d'une éventuelle collaboration avec Camtrack, le vice-président et directeur exécutif des marchés émergents s'est rendu à Douala pour vivre par lui-même les innovations technologiques de Camtrack. J'étais toujours assez gêné de parler de Trumbull à travers le monde et d'introduire Trumbull dans beaucoup de pays et ne pas être à mesure de le faire dans le pays où je viens. Donc oui, il y a une satisfaction supplémentaire de voir enfin Trumbull s'installer au Cameroun et surtout de voir que la compagnie que nous avons pour être notre partenaire au Cameroun est certainement le meilleur choix que l'on aurait pu faire compte tenu de ses capacités, compte tenu de son vécu, compte tenu de son expérience et surtout compte tenu de ce dont elle est déjà familière au domaine de géolocalisation, au domaine géospatial et aux produits qu'elle a déjà.